Bonsoir, bienvenue, nous sommes mardi, nous sommes en direct, vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI et vous faites toujours très bien de le faire. C'est ainsi du lundi au jeudi, 18h30 puisque le vendredi, nous basculons en mode porte du week-end. On va recevoir en première partie de cette émission Fidel Goulizia. C'est un anciennement journaliste qui est diplômé en droit international, mais qui est surtout le grand prix littéraire Bernard Belin Dadier pour la toute dernière édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. C'est donc en 2025. On va parler de Malo Oussou. C'est justement l'œuvre qui lui a valu cette distinction-là. On en parle, il est l'invité, le premier invité de la télé d'ici ce soir. L'autre tableau sera beaucoup plus politique. On va d'abord s'intéresser dans l'actu d'ici à la toute dernière candidature annoncée, non encore validée, à la présidentielle d'octobre 2025. C'est celle de Vincent Toby Irié, ancien préfet d'Abidjan, qui annonce les couleurs. Ce sera donc le sujet en tout début du deuxième tableau. Et puisqu'on est et on sera dans la politique, il faut y rester le temps de cette partie et de la troisième partie. On sera rejoint par Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI-RDA, qui incontestablement constitue peut-être la personnalité politique d'actualité en ce moment, vous l'aurez compris. On la reçoit dans la perspective du verdict qui est attendu dans le procès qui l'oppose à Tidiane Thiam / au PDCI-RDA et consécutivement aussi à la déclaration de démission de Tidiane Thiam de la tête du PDCI-RDA, avec elle on posera beaucoup de questions en lien avec l'actualité politique. C'est presque normal. Elle occupera les deux tableaux de cette télé d'ici. En toute fin d'émission, la Tiben sera live. Bonsoir. Bienvenue. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Faites toujours très bien de nous rejoindre en direct, en clair et sans décodeur sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler de sujets qui vous intéressent et au nombre des sujets qui devraient vous intéresser. Il y a la littérature qui, accroît la culture générale, la littérature qui fait voyager, la littérature qui permet d'apprendre des choses au-delà des frontières sans bouger de chez soi. Et ce soir, on a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau le lauréat du Grand Prix Bernard Belin Dadier à la faveur du SILA 2025, Fidel Goulizia. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors ce soir, autant le dire, tout le monde sera rassasié. Il sera question de Malo Oussou ce soir. Exactement. Voilà. Le riz étuvé populaire qu'on connaît en Afrique. Malo Oussou. Oui, nous, à Djamé, on disait que ça donnait la force. Et un temps au quartier, les gens nous redoutaient. Ils disaient non, ceux-là, ils mangent Malo Oussou chez eux. Oui, parce que moi aussi, à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire où j'ai grandi, parce que mon père était instituteur, on a mangé du Malo Oussou avec surtout la sauce arachide. Ça, c'est un cocktail détonnant. C'est ça. Glisse, tu as connu forcément le Malo Oussou, toi? Non. Riz gros grain. Non, moi j'ai Riz Gbagbo. Riz Gbagbo, c'est quoi ça? C'est récent? Non. Le riz... C'est la même... Paddy, là? Le riz Paddy, c'est ça? Je ne sais pas si c'est Riz Paddy, mais... Si, le riz local, comme on dit. C'est ça qu'est le Riz Gbagbo. Ah bon, donc c'est ça. C'est ça que Malo Oussou aussi. Non. Glisse, tu vas Malo Oussou, c'est le riz qui n'a pas... Il y a moyen d'appeler Daouda. Sonia. Riz local. Riz local. Tu connais. Donc Malo Oussou, tu n'as pas connu? Non. Il y a un problème quand même. Non, mais nous, aïe, Attendez, là, je rêve là. Malo Oussou, qui connaît Malo Oussou ici? Non, je connais, mais Voilà. genre, je sais pas ce qu'on mangeait. Préparez-vous parce que tout à l'heure, je vais devoir inviter 4 gaillards, comme on disait à l'école primaire, à soulever ces deux dames et à les éjecter de mais cette... pourquoi on disait le riz qui n'a pas goût là? Mais c'est vrai, pourquoi on disait le riz qui n'a pas goût là, Malo? C'est pas tant qu'il n'a pas de goût, disons qu'il est différent du riz parfumé. Et du riz local. Et du riz local. Ça a un goût un peu neutre. Ouais, en vrai, bon, on mange non, le riz n'a pas goût. En revanche, c'est un riz qui est fortement conseillé. Ah bon? Oui, parce qu'on parle de riz étuvé. Oui. Ouais, c'est fortement conseillé. Oui, bien sûr. Et Fidel le sait d'ailleurs. Fidel nous dira dans quelques instants pourquoi il appelait ce gros livre Malo Oussou. Je pense qu'il y a peut-être un lien avec le gars, il a écrit tout ça?
En combien de temps d'ailleurs? En 3 ans. En 3 ans, Ouais. j'ai pu réaliser cela. C'est 406 pages, mais écrit en caractère 14, donc ça va. Assisté va. ou pas? Et- De l'IA ou pas? Et c'est les pages Non, bouffantes. pas d'assistance, Ouais. l'intelligence Il n'y a pas de chat GPT? Non, dans ça. pas du tout. Et pas c'est du les tout. pages bouffantes, comme on dit. Donc, en dire mode, quoi? on est un peu à l'époque de Victor Hugo, tu vois, et Ah, tout. ok. Sur des pages un peu plus fines, ça ferait moins de 400 pages. Oui, d'ailleurs, Mais je vis dans la ville natale de Victor Hugo, à Besançon, justement. À Besançon. Ok. On est en France, voilà, plus exactement. On va parler de cet ouvrage que j'ai reçu il y a seulement 25 minutes. Je n'ai pas eu le temps de le lire, pour être très honnête. Voilà, et je me suis laissé dire qu'il n'y a pratiquement pas d'exemplaire. À la vérité, ça a été compliqué d'avoir cet exemplaire-là. Tout à fait, tout à fait. Bon, C'est un Donc, carton total on alors? va faire une interview un peu superficielle. Tout à fait. On va Pas de poser des souci. questions un peu classiques. Ça ne me gêne pas, oui. Ça gêne pas? Oui. Il y a une météo avant tout ça. Glisse. C'est un peu tristonnette la météo de ce C'est vrai? soir. Je suis désolée. Hein. J'aurais bien voulu vous servir du malo aussi, mais bon. C'est Mais on un sait pas si il s'agit c'est un peu triste d'un ou pas. d'un gars un peu malo, mais pas oussou. Bon, allez, on s'en fait une idée juste après ça. Yes. Bon, en fait, la météo de ce soir s'intéresse à une histoire qui secoue le Cameroun en ce moment. En tout cas, il y a 2 jours de cela, le Cameroun a été secoué, a été remué par cette histoire de crime odieux. Alors, pourquoi ça intéresse tant la presse? Pourquoi on en parle autant? Déjà parce qu'il s'agit d'un infanticide, mais ensuite parce que l'auteur présumé, aussi dans l'auteur de ce crime odieux-là, c'est le père d'une slameuse très connue, l'idole, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau notamment. Alors, le profil de cet homme-là n'est pas du tout celui d'un enfant de cœur. De ce qu'on a pu lire, il serait déjà rendu coupable d'actes répréhensibles causant entre autres le décès d'un homme dans une violente bagarre. Et l'embrouille en fait qui a conduit au décès de ce petit garçon de 6 ans aurait débuté dans un bar où, ayant reçu un coup de bouteille sur la nuque, il s'est rendu illico à la maison, il s'est saisi d'un poignard, il s'est rendu chez celui qui lui avait assommé le coup et il a poignardé le petit garçon en question. Et la suite de l'histoire, on la connaît un petit peu dans l'histoire qui suit, dans la vidéo qui suit, où la grand-mère du petit garçon témoigne un peu. Où la grand-mère du petit garçon témoigne, voilà. 3 personnes, je vais tuer tout le monde. Les autres étaient enfermés, l'autre était à la douche, là, l'autre dans la chambre. Ils ont eu peur. Celle-là, l'autre était en bas là-bas chez le grand-père. C'est comme ça qu'il finit, il sort. On dit que ça danse au mur là, que je vais tuer 3 personnes. Et donc, le petit garçon a été transporté à l'hôpital militaire, mais on a pu juste constater son décès. Il a été roué de coups par les riverains et la police qui a pu quand même l'emmener à l'hôpital au CHU de Yaoundé. Il est dans une situation plutôt critique. Il sera présenté au juge. Évidemment, cette histoire éclabousse la slameuse qui était en préparation de 2 événements, un concert à Yaoundé et un autre à Paris. Elle était obligée de sortir et de s'exprimer, donnant ce message-là qu'on a pu voir sur sa page Facebook. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Mon père est au cœur d'un acte tragique. Un acte irréparable. Je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Et donc, on a pu joindre un journaliste camerounais du nom de Armand Ougok, qui est correspondant d'une presse locale ivoirienne qui a rapporté l'affaire aussi, qui nous a appris que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à l'idole d'annuler purement et simplement ses concerts qui étaient prévus à Yaoundé et à Paris. Certains, évidemment, ne croient pas en cette vidéo, ils trouvent que c'est des larmes de crocodile, ainsi de suite. D'autres artistes lui demandent tout simplement de se mettre à couvert, entre guillemets, parce que la vengeance pourrait parler dans ce risque-là. Mais en tout cas, on suit quand même de près cette affaire pour voir l'aboutissement de tout ça. Je pense que j'ai manqué un petit chapitre de cette météo, de ce sujet. C'est quoi les motivations, Du monsieur? oui, de l'auteur? Alors, je disais que l'embrouille avait démarré dans un bar où il s'était disputé, le père en question, avec quelqu'un qui lui aurait asséné un coup de bouteille sur la nuque. Et le monsieur, pris de colère, est rentré à la maison, il s'est saisi d'un poignard, il s'est rendu chez son protagoniste et il a décidé de tuer les 3 enfants du monsieur. Heureusement que les 2 autres s'étaient cachés. Et donc, c'est le plus petit qui était là, 6 ans, qui regardait la télé, qui mangeait un bout de pain, qui a fait les frais. Et, le petit lui aurait même dit « Tonton, ne me tue pas », parce qu'on l'appelait Tonton Blake au quartier, le monsieur en question. Papa arrive et tout, mais il a quand même fait ce qu'il devait faire. Et il a des antécédents. Il a des antécédents de ce qu'on a pu lire, de ce que le journaliste même m'aurait raconté. Il y a une semaine environ, il s'était battu avec quelqu'un et la personne serait décédée le lendemain de traumatisme crânien.
Donc des suites de cette bagarre-là. Donc cette histoire aussi courait. Et en plus de ça, il y a eu cette affaire-là. Donc en gros... Et qui est-ce qu'on voit sur la vidéo, le monsieur C'est le monsieur en question. C'est l'auteur. C'est l'auteur. Ok. Le tonton père de Blake en Lidl. question, qui justement passait sur les plateaux télé pour faire la promotion de l'événement de sa fille, donc du concert Slam de Yaoundé et celui de Paris. D'accord. Triste tout ça, vraiment. Bien sûr. Je suis vraiment triste pour l'idole et aussi pour la famille du petit garçon, parce que voilà, c'est des destins brisés. Et Surtout pour la famille de l'enfant. c'est vrai. Et donc, en gros, voilà, demain, temps nuageux, il ne pourrait pas en être autrement d'ailleurs, surtout l'étendue du territoire national. Et votre petite citation, c'est sur une ancienne natte qu'on s'assoit pour tisser la nouvelle. Ça pourrait être une tabouret. Ou par terre. Oui, ou à même le sol. Mais avant que Non, attends, va nous expliquer ce qu'elle avant voulait que dire. ça crée les tabourets, il y avait des nattes, non? Moi, mon Ah, ça grand-père dépend. Natte était en quoi? vannier. En plastique, Mon ouais. grand-père était vannier, donc il fait des nattes, des paniers, des nasses et tout. C'est sur le panier qu'il s'asseyait pour faire d'autres... Ah, sur le panier, pas sur la natte. Pardon, sur les nattes en vent. Bon, il faut qu'on creuse ce proverbe parce que Mais après, ça veut dire c'est quoi? pas- c'est Dans la vie sujet de à tout brute le... interprétation. Attends, va transposer, on va voir. Genre, c'est les vieilles mamies qui font les bonnes sauces, non? C'est pas ça? C'est à toi de nous dire. T'as c'est le droit pas de- à toi de nous dire. Bon, merci beaucoup, Glisse. Hein. Voilà, écoutez. Glisse à qui on va peut-être décerner dans quelques Le prix Nobel. mois le prix. Non, pas le prix Nobel. N'allons pas jusque-là. Non, prix dans le Nobel délire. des vrais Non, problèmes. le grand prix des proverbes qu'on Faites comprend. comme aux États-Unis, le Ah. plus On comprend. le On plus comprend. bel nom. C'est mieux. Hein? Bon, on va tourner cette page un peu tristounette, Ouais. pour ne pas dire cette page dramatique. C'est vraiment regrettable. Voilà, mais bon, il fallait en parler, c'est l'actualité aussi. On va recevoir quelqu'un qui, j'espère, va nous faire oublier un peu cette météo plutôt sombre. C'est Niaoulé, qui, lui, bien des fois, malheureusement, arrive aussi avec ses complaintes. C'est bien dommage. On commence cette émission avec... Enfin, c'est compliqué, quoi. Juste après ça. Niaoulé. Bonsoir, c'est qui va là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, ça va bien. Bonsoir, les sabates femmes. Ah, tu sais, Betty, quand il voit une jolie femme quelque part, bon, vraiment, c'est ce point faible. Voilà, tu le vois, voilà. Donc, si je me croule, c'est à cause de toutes les beautés qui sont là, mais je dois te dire quand même, vous n'avez pas produit pour vous. Ah, vraiment, tu sais, moi, c'est affaire des prix, là. Affaire des prix. Pour le monsieur, par exemple, il a gagné un prix, Bernard Dadier. Bernard Dadier. Littérature. Littérature, vraiment, il faut applaudir pour lui. Parce que je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas comment tu as fait. Et vraiment, c'est que tu dois être riche. Oui, tu dois être riche. Parce que moi, la dernière fois, on m'a donné un prix. Vraiment, je dois refuser. Parce que j'ai vu que c'était trop cher. Voilà, c'était trop cher, donc je ne sais pas comment toi tu as fait, à combien tu as payé, si on t'a donné un prix, et puis tu as réussi à prendre à ce que tu as l'argent. Voilà, quand on produit pour ça. Tu as vu ces prix-là, il y en a beaucoup. Ouh, il y a ce qu'on appelle, ça, casser les prix. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils ont cassé les prix, il y en a, bon, heureusement pour toi, il est intact. Sinon, ici, on casse, par exemple, on casse les prix là-bas. Voilà, on casse les prix là-bas. Voilà, donc ce qui va essayer de quoi se passe. Tout à fait. Il prend son veste là-bas. C'est vrai. Voilà, donc on casse les prix là-bas. C'est vrai. Et là-bas, il y a les prix cassés. Tu peux trouver caleçon 25 francs. On vend ça là-bas. Même soutien. Tu peux trouver soutien à 50 francs. Mais vraiment, c'est un conseil que je dois donner aux filles. Il ne faut pas voir pour un soutien de 50 francs. Un soutien de 50 francs, en réalité, ça ne soutient plus. Si tu vois que de 10 000, ça veut dire à 50 francs, c'est que gagne qui est dedans, là, c'est mort. Ça ne peut plus soutenir. Donc, on pourra voir ça. Donc, on casse les prix comme ça. Dans les marchés de Ménécré, on casse les prix. Tu comprends? Donc, il y a ça. Il y a les hausses des prix. C'est les prix qui vont en haut. Donc, c'est les hausses des prix. Voilà. Donc, c'est les prix, souvent, c'est un peu cher. Et puis, il y a les prix d'or. Ah, c'est les prix d'or. Tu connais les prix d'or? Oui. Voilà, par exemple, souvent les jouets, ils gagnent ça, les prix en or, voilà. Mais les élèves aussi, ils gagnent ça à l'école. Voilà, les prix d'or. Parce que c'est les élèves qui n'écoutent pas, qui ne prennent pas les bons conseils. Et aussi, ils gagnent les prix d'or. Tu vois, c'est-à-dire, le ministère, même malgré tout ce qu'il va faire pour dire non, il ne faut pas avoir gagné les grossesses à milieu sur et il vient à la maison à un prix.
Donc, il y a comme ça. Il y a une fille, par exemple, Yopougo, on lui appelle Awa. Awa, comme ça, il est à 16 ans. Elle a déjà 4 ballons d'or comme ça. Oui, 4 comme ça. Elle est plus forte. Sinon, vraiment, le prix, là, moi, je vous félicite. Maintenant, concernant, quoi appelle ça, il y a un monsieur aussi, là, qui est Sapion de Scrabble. Ah, vraiment, lui aussi, non, lui, je ne sais pas comment. Moi, non, la dernière fois, j'ai arrêté de jouer Scrabble, vraiment, c'est à cause de mon femme. Si tu veux jouer Scrabble, tu peux jouer avec ton camarade, tu peux jouer avec ton frère, mais il ne faut jamais jouer avec ton femme. C'est dans Scrabble, femme va essayer de régler le problème qu'il y a entre vous deux. Je te dis. Moi, j'étais là comme ça. Hein. On a joué. Le premier mot, mon femme, il a écrit, il met hôtel. Bon, moi, c'est un jeu. C'est un bon mot. Je lui ai demandé c'est hôtel d'église ou bien hôtel. Il dit c'est vrai hôtel, c'est que toi. Il dit d'accord. Bon, après moi, c'est à mon tour de jouer, j'ai écrit maison. Je vois mon femme, il écrit interjection de 3 lettres. Je dis Bon, après je vois, j'ai pris 0 parce que tous mes lettres, il était consonne. Donc je ne peux pas, il faut changer les lettres. Donc je prends 0. Et puis femme, il écrit découché. Bon, arrivé un moment, j'ai commencé à sentir ce qui va. Que Adrien, c'est. Bon, je voulais me rassurer. Donc, moi, maintenant, j'ai dit, attends, je dois mettre quelque chose pour voir si c'est. Je mets travail. Parce que si je dois découcher, c'est à cause de travail. Donc, je mets travail. Et puis, on est là. Je vois, il écrit Lucie. J'ai dit, tu es mon femme, mais on n'a qu'à respecter les règles. On n'écrit pas nom dans Scrabble. C'est ça. On n'écrit pas nom de quelqu'un, on n'écrit pas ça. Ça, c'est quelle Lucie, ça? C'est quelle Lucie? Tu sais que quand garçon veut lui attaquer, il est énervé un peu là. Ça, c'est quelle Lucie, ça? C'est quelle Lucie, ça? C'est Lucifer ou bien c'est quoi? Et puis, Lucie, il a mis et encore à la fin. Moi-même, je dois caler comme ça, j'ai dit. Et puis, j'ai écrit le prochain mot, explique. Donc, arrivé un moment, moi j'ai mélangé. Et puis, femme là, c'est là même là, j'ai dit, oh, c'est que mon doute, il est affirmé. Elle m'est encore infidèle. Bon, j'ai dit, j'ai laissé le truc là. J'ai dit, chérie, si tu as un truc à me reprocher, et il faut me dire en même temps. C'est là, il l'a tué, il a écrit divorce. J'ai dit, non, on a mélangé ce qu'elle a. J'ai dit, on ne peut pas divorcer comme ça. Vous n'avez qu'à faire attention. C'est ça, chez nous, en Béthune, on dit. Et il a poulet, dodo. Ce qui veut dire, si tu vois quelqu'un court et puis ses mains, il balance, ses mains là, c'est un rôle à jouer. C'est ça qui lui permet de changer de vitesse. Je vous remercie. bon allez, apparemment Glis n'est pas seul dans cette affaire de citation. Bon, c'est pas grave. Alors, parlons de ça. Hein, c'est ça qui nous intéresse partiellement ce soir. C'est l'ouvrage intitulé Malo Woussou, paru aux éditions Nouvelle Édition du Sahel, signé Fidèle Goulizia, Grand Prix littéraire Bernard Benet-Dandier 2025 à la faveur du Salon international du livre d'Abidjan qui s'est tenu il y a seulement quelques jours au Parc des Expositions. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les membres du jury? Ils ont parlé d'originalité dans ma manière d'écrire. Moi, il y a une certaine obsession dans le style et de façon identitaire, c'est-à-dire que tous mes titres se réfèrent à la Côte d'Ivoire, comme une photographie fidèle à notre société, parce que je veux raconter nos gens par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Parce qu'avant ça, il y a eu Chapalo Tango. Il y a eu Chapalo Tango, oui. Bardo 18. Bardo 18, en hommage à la ville de San Pedro. C'est cela. Donc, j'ai cette obsession-là de parler des gens, de nous raconter, de telle sorte que quand on prend un roman de Fidèle Goulizia, on sent, il y a l'esprit ivoirien là-dedans. Comme tous les grands auteurs, je ne suis pas encore un grand auteur ivoirien, mais comme tous les grands auteurs, tous mes dévanciers, Bernard Zadizaourou, Maurice Bandaman, Armand Gauze, j'essaie à ma façon de montrer que la Côte d'Ivoire est un vivier important culturel et qu'il faut valoriser. Alors, je le redis encore une fois, je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire cet ouvrage. Je vais quand même me faire fort de lire la postface. Tout à fait. Question de permettre aux téléspectateurs de s'imprégner partiellement du contenu de cet ouvrage. Malo Woussou est un roman polyphonique qui traite des filiations non assumées au sein de 3 familles sur 40 ans. Barakissa Kamaté, elle est ivoirienne, elle a 18 ans et elle est élève en terminale. Son petit frère Bouba, lui, en a 10. Hussein, lui, n'a pas connu son père. Il revient de son aventure en Libye pour reconstruire sa vie au Tchad. Tous les 3 partagent une filiation inextricable. Moussa Agar,
l'ancien policier tchadien des Nations Unies en Côte d'Ivoire, voit ressurgir de son passé 2 enfants qu'il n'a pas reconnus et dont il ignorait l'existence. Au soir de sa vie, le père Agar soupire après le pardon et le rachat. En filigrane, ce roman questionne également les angles morts des opérations de maintien ou de consolidation de la paix de l'ONU dans le monde. Ce n'est pas simplement un roman qui ne relève pas de l'imaginaire, ça repose sur du factuel. Il y a du factuel. Alors, ça a une histoire, ce roman. Il a été conçu dans la douleur. Il y a quelques années, j'ai passé 4 mois dans un centre d'hébergement d'urgence en France. Et c'est là que j'ai rencontré un jeune Tchadien qui était réfugié politique. Et il a été mon voisin de chambre, mon binôme, pendant 4 mois. Mais bien avant ce centre d'hébergement, j'ai été hébergé pendant une semaine par un ami libyen. Un ami libyen qui vient de Séba. Et la ville de Séba, on en parle dans ce roman, justement. Et moi, j'ai voulu, justement, assembler ces 3 pays, le Tchad, la Côte d'Ivoire et la Libye, avec une fiction qui nous ressemble. Et donc, 20 ans après la création de l'ONUCI, on se rappelle que la création de l'ONUCI, c'était en février 2004, par la résolution 1528. 20 ans après la création de l'ONUCI, moi, je voulais jeter un regard sur le bilan politique, opérationnel de cette opération-là, parce qu'on se rend compte qu'en 2007, par exemple, vous parlez d'abus sexuels sur mineurs, le contingent marocain avait été suspendu à Bouaké, accusé d'abus sexuels sur mineurs. Absolument. En 2010, des casques bleus béninois avaient été suspendus et radiés également parce qu'on les accusait d'abus sexuels sur mineurs. Et donc, moi, je voulais remettre en lumière ces faits-là qui, souvent, ne sont pas réprimés de façon pénale à la suite. Parce que vous êtes, il faut le rappeler, docteur en droit international, donc ce sont évidemment des problématiques que vous traitez pratiquement au quotidien. Ce que moi, je sais de comprendre, c'est comment vous arrivez à croiser ces 3 familles qui, apparemment, ne se connaissent pas, ne se touchent pas. Enfin, je n'ai pas lu le bouquin. Exactement. Quelle est la corrélation? La corrélation, c'est ce mélange de polyphonie dans le roman. Une fille, Barakissa, qui a 18 ans, qui recherche son père. On a toujours dit, sa mère lui a toujours dit que son père était malien. Et le père tchadien qui par sa mère, apprend qu'il a une fille en Côte d'Ivoire qui a l'âge de 18 ans. Le fils qui a 40 ans, qui revient de Libye après la chute de Muammar Kadhafi et qui se rend compte qu'il a un père qu'il ne l'a jamais reconnu. Donc, ces 3 voix-là sont imbriquées et à la fin, on se rend compte qu'ils se rejoignent puisque le fils de 40 ans va rejoindre sa sœur à Abidjan. Voilà. C'est une œuvre engagée quelque part ou pas? Je suis tout le temps engagé parce que parler de Bernard Dadier, c'est l'engagement. Bernard Dadier, c'est une figure majeure de l'émancipation des peuples noirs. Et donc, pour moi, c'est une responsabilité déjà. Et le père de la littérature ivoirienne. Et le patriarche. Donc, voilà. Donc, avoir un prix comme Bernard Dadier, c'est vraiment une lourde responsabilité. Je l'appréhende en même temps avec beaucoup d'humilité. Effectivement, je suis engagé. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais j'estime qu'il y a tellement de thématiques nouvelles avec une Afrique qui est en plein bouleversement qu'il faut s'engager. Maintenant, l'engagement, il peut ne pas être forcément politique. On peut être engagé pour l'amour. Moi, je suis engagé pour des questions politiques. Revenons sur la forme. Tout à l'heure, vous disiez que l'un des atouts qui ont prévalu au choix de l'œuvre de Fidèle Goulizia, c'est le style d'écriture. C'est quoi le style de Fidèle Goulizia? Alors, est-ce que je peux définir mon style? Mais je revendique une filiation scripturale avec Jean-Marie Adiafi, c'est-à-dire une sorte d'hybridité des genres entre poésie, prose et nouvelle. Donc j'essaie de trouver ma voix, une voix que Armand Gauze, par exemple, en 2014, a ouverte. Et moi, j'essaie d'engager ma voix parce que je me rappelle ce que Maurice Bandama, l'ambassadeur Maurice Bandama me disait à Paris il y a 1 an. Tout est dans le style. Et la force d'un écrivain, majeur en tout cas, c'est le style finalement. Vous avez écrit cet ouvrage. Quand même, Cheikh. Pardon? Il n'a pas expliqué le titre, pourquoi? Maloussou. Alors c'est un jeu de mots. Maloussou, on le sait, c'est le riz étuvé. Tout à fait. Mais il y a ce jeu de mots avec le tiret malo. Donc dans l'argot ivoirien, un malo, c'était malo. Malhonnête. Un malhonnête. Ouais. Donc j'estime que par exemple le soldat, le casque bleu tchadien était malhonnête. Et son complice dans l'histoire, c'est un commissaire de police ivoirien. Donc on est dans une société où la corruption est endémique. Et Malo, c'est à l'endroit de tous les Malos ivoiriens qui refusent justement... C'est pas une belle publicité pour eux, là. Alors, enfin, en vérité, Gliss a voulu savoir si c'était de la pub pour Maloussou. Non, il n'y a pas de marque Maloussou, malheureusement pour toi, Gliss. Je reviens sur le style. C'est important et c'est une question qui a été posée à dessein.
C'est un ouvrage qui vous a pris 3 ans d'écriture. Oui, tout à fait. Vous écriviez dans quelles conditions, dans quel état d'esprit? Parce que ça allie également poésie. Et les poètes, généralement, écrivent selon une certaine inspiration, selon un certain état d'esprit, même un état d'âme, j'ai envie de dire. Vous, c'était quoi l'état d'esprit quand vous écriviez? Moi, je me donnais... Attention à ce que vous allez dire parce qu'il y a quelque chose qui suit là. Je me donnais une méthodologie de travail, c'est-à-dire que pour tous les benguistes, comme on le dit, hein, il y a le Jossi. Donc, moi, je monte Jossi à 14h, mais entre 8h et midi, je me donne une discipline, je travaille là-dessus, et puis après, je prends mon vélo, je vais travailler, je gagne l'argent pour financer mes études. Donc, pour moi, il y a une heure à laquelle j'ai de l'inspiration pour écrire. Alors, vous savez, un artiste, quand il rentre en studio, oui, ou du moins quand il est chez lui et qu'il écrit les paroles d'une chanson, il pense tout de suite à la mélodie qui doit accompagner les paroles. Je présume que les poètes, c'est un peu ainsi. C'est ce que nous ont dit nos différents professeurs d'école. On va s'amuser à faire un exercice. Sonia, qui est un peu une fouineuse de nature, a fouiné dans le bouquin. Elle en a extrait un paragraphe qu'elle a dupliqué en 3. Non, c'est des paragraphes différents. Ah, des paragraphes différents. Oui. Ça aurait été bien si c'est le même paragraphe. Ok, dommage. On va s'amuser à faire une chose. On va faire lire le paragraphe par 3 personnes différentes dans le public. Super. Oui. Et il vous appartiendra à la fin de nous dire est-ce que la façon de lire correspond exactement à ce à quoi vous pensiez quand vous écriviez le texte? Très bien. Très bien. Ça ne dit pas qu'ils vont mal lire, non. Oui. Qui se rapproche le plus de ce que vous auriez souhaité avoir comme façon de lire? D'accord. Madame, nous vous suivons. Donc, est-ce qu'on fait le même texte à tout le monde, finalement? Oui, ce serait bien, oui. Ok, on va démarrer par elle. On a un micro, j'imagine. Oui, Parfait. bien sûr, elle a déjà. Tiens. Allez-y, il faut lire de façon intelligible pour que tout le Après, monde vous vous entende. passez le texte au monsieur derrière. Allez-y. Mars 2024, Macoré, Côte d'Ivoire. Ce soir, chez nous, c'est gombo grillé, poulet fumé, riz long grain, abat l'indigne, soumara l'Afrique, coco taillé. Et temporairement condié l'insipide dîner servi pour ne pas dormir l'estomac vide. Quand le petit commerce de fruits de maman échoue, a fourni la popote, riz cuit à point, un bain croustillant et luisant d'huile végétale, carré ramolli de gombo, viande blanche macérée, dans un jus fortement épicé, sauce gluante aux petits yeux globuleux. Les ingrédients de la dynamite revendiquent une immense explosion de saveurs dans ma bouche. Sont réunis le gombo gourmand brûle sur le foyer de butane, comme s'il traînait une tousse grasse. Incurable contacté, une maladie infectieuse du centre hospitalier universitaire. Ça suffira. C'est quoi votre nom, votre prénom? Mon prénom? Oui? Vanessa. Vanessa, on retient Vanessa. On me donne Ensuite. au monsieur derrière. Mars 2024. Un peu plus fort. Mars 2024, Makoui, Côte d'Ivoire. Ce soir chez nous, c'est gombo grillé, poulet fumé, riz long grain. À bas l'indigan, souvent l'Afrique, coco grillé. Il est temporairement congédié, l'inspire dîner servi pour ne pas dormir l'estomac vide. Quand le petit commerce de fruits de maman échoue, a fourni la popote plutôt, riz cuit à point, un brin croustillant et luisant d'huile végétale, carré ramolli de gombo, viande macérée dans le jus fortement épicé, sauce gluante aux petits yeux globuleux. Les ingrédients de la dynamite revendiquant une éminente explosion de saveurs dans ma bouche sont réunis. Le gombo gourmand bruisse sur le foyer de butane comme s'il traînait autour grâce incurable, contracté aux maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire. Je comprends pas. Gombo, maladie infectieuse. Gombo, maladie. Quel nom? Junior. Ok, Vanessa Junior. On va terminer avec un troisième lecteur. Et puis, Fidèle Goulizia nous dira par la suite qui, de On son sent point de qu'il vue, vivait en Europe. a traduit, Imaginez à minuit en train de manger sauce gombo là. Ça marche. Sonia. Ce soir chez nous, c'est gombo grillé, poulet fumé,
riz long grain, abat l'indigène, soumar l'Afrique, coco taillé. Il est tempérament condigé. L'insipide dîner service pour ne pas dormir l'estomac vide. Quand le petit commerce de fruits de maman échoue à fournir la popote, riz cuit à point, un brin croustillant, lisant l'huile végétale, carré ramolli de gomo, viande blanche macérée dans un jus fortement épicé, sauce glande aux petits yeux glabouleurs. Les Indiens de la dynamique revendiquent une éliminée. Bon, d'accord, on va abréger. Oui. On a bien compris l'idée. Très bien, c'est quel nom? C'est quel nom? Kadi. On a Vanessa Junior et Kadi. Est-ce qu'il y en a qui se rapprochent de... Comment, Fidèle Bon, je suis féministe de cœur, hein, ouais. Mais je penche pour le garçon, la lecture du garçon. D'accord. Peut-être parce que la sauce gombo a été décrite de façon un peu trop élitiste. C'est ça. Carré de viande dans son jus macéré. Coco taillé, Comment tout ça? Franchement, Bah, le coco taillé, c'est pas ça élitiste. va, mais quand même. Voilà. Les petits yeux globuleux, c'est quoi? J'ai bien entendu globuleux. Oui. Fidèle Goulizia, c'est quoi le next step après ça? C'est quoi le next step après ça? Alors, le next step, puisque c'est une série de romans, 7 romans, j'en serai au 4e l'automne prochain. Donc, le 4e sera la suite de Bardot 18. Voilà. L'automne, ça correspond à quoi chez nous ici? Excellent. Revenons à l'hiver. Donc, voilà. Septembre 2026. Voilà, septembre 2025. Dans quelques mois. Ah, 25 ans dans quelques mois. Voilà. Parfait, d'accord. Fidèle Goulizia, merci beaucoup et Merci félicitations pour cette distinction. Grand prix littéraire Bernard Benin Dadier à la faveur du Salon international du livre d'Abidjan. Félicitations. On marque une pause juste derrière l'écran publicitaire. On va ouvrir le chapitre politique. On sera rejoint par celle qui constitue l'essentiel de l'actualité politique du moment. Elle est membre du bureau politique du PDCI-RDA, Valérie Yapo, qui sera notre deuxième invitée dans quelques instants. Tout de suite. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Nous sommes de retour après cette autre halte publicitaire en direct, en clair et sans décodeur dans la télé d'ici sur NCI. On ouvre à présent le chapitre politique. On a été rejoint par celle qui bouleverse l'actualité politique depuis quelques semaines, et c'est peu de le dire. Valérie Yapo, merci beaucoup d'être là. Je rappelle à toute fin utile que vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA. Oui. Vous totalisez une bonne trentaine d'années en politique. Tout à fait. Vous avez tout le temps milité au PDCI-RDA? Oui, sans discontinuer. Sans discontinuer. C'est bon de le préciser. Avant de venir à vous, on va commenter ensemble l'actualité la plus récente. L'actualité politique s'entend, c'est l'enregistrement d'une nouvelle candidature. Non encore validée naturellement, c'est à voir. Celle de Vincent Toby Irié, ancien préfet d'Abidjan, qui annonce lui aussi les couleurs. On vous a résumé en 1 minute 20 secondes les 5 minutes d'intervention qu'il a postées sur les réseaux sociaux. Je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux, internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Troisièmement, nous devons mettre fin au cycle de violence
dans la conduite de la vie politique de notre pays. Les partis politiques se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Qui s'inquiète pour tous ces laissés pour compte abandonnés sur les rebords du développement, qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? À ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle. Rendons le rêve possible. Avec Dieu, nous y arriverons. Je vous remercie. Valérie Yapo, il a des chances d'être président un jour? Bon, je peux pas dire ça. Bon, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique. C'est vrai. Je pense, parce qu'être candidat maintenant à quelques mois des élections, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique. C'est cela. Au départ, il était préfet. Tout à fait. Il était président d'une ONG. Consultant international. Consultant international, on voyait sur les réseaux. Aujourd'hui, je pense que c'est maintenant qu'il rentre en politique, donc il a un bon chemin à faire d'abord. Ah bon? Oui. Pour vous, est-ce que vous pensez comme Laurent Gbagbo qu'il faut faire ça d'abord dans ce pays pour être président? Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une grande ambition quand même, être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas diriger un quartier, hein? C'est pas être chef de classe. C'est diriger toute une population, plus de 20 millions, 30 millions d'habitants. Et vraiment, il faut prendre le temps de visiter toutes les contrées du pays. Donc, ça ne peut pas se faire en 5 mois ni en 3 jours. En moins d'1 an même, ça ne peut pas. Alors, pour l'instant, on connaît la short list des candidats officiellement déclarés. On ne connaît pas le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en tout cas officiellement. On sait que Simone Gbagbo a affirmé donc sa volonté de briguer la magistrature suprême, Jean Lubillon également, et Vincent Toby qui, lui, se rajoute donc à cette short list des 3 personnalités qui s'annoncent pour ce bureau prestigieux du plateau. En revanche, il y a des grosses têtes qui ne figureront pas, jusqu'à preuve du contraire, dans la course. On pense évidemment à Laurent Gbagbo, du PPACI, à Charles Blé-Goudet du COGEP, ancien mouvement associatif qui s'est mué en parti politique, Guillaume Soro à la tête du GPS qui a été dissous il y a quelques années, et Tidiane Thiam qui a été donc retiré, l'actualité, donc, Tidiane Thiam qui n'a pas été retenu sur la liste électorale pour les questions qu'on sait. Et justement, Valérie Yapo est un peu à l'origine de ça ou pas? Non? Non, pas vraiment. Ah. C'est les Ivoiriens qui sont allés porter plainte. Et si vous pouvez consulter Internet, je ne fais pas partie de cette liste-là. Mais peut-être que je leur ai ouvert la voie, peut-être. Parce qu'il fallait être vrai en Côte d'Ivoire pour une fois. D'accord. Voilà, mais je ne fais pas partie de ceux qui leur a dit ce sont les Ivoiriens. Le PDCI a tenu hier sa 19e réunion du bureau politique. Vous y avez pris part? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous êtes quand même membre du bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique, mais je le dis depuis le départ. Je suis membre du bureau politique et je n'ai même pas voté au congrès électif. J'étais membre du bureau politique, enfin, je suis membre du bureau politique depuis 2013. Et je n'ai pas voté parce que pour moi, c'était illégal. Pour vous, le bureau... Qu'est-ce qui était illégal? La réunion du bureau politique. Depuis le congrès électif, je disais que c'était illégal. Alors donc, quand on continue encore, c'est toujours illégal. Oui, mais... Tant que les choses ne changent pas. D'accord, mais les textes, par exemple, du PDCI disent qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, c'est le doyen d'âge qui prend les rênes. Donc, on a presque envie de dire que les choses se sont un peu normalisées. Donc, ce bureau politique, quelque part, il est légitime. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. C'est toujours illégal. Parce que je vous dis, moi, j'ai demandé sa démission dès le départ, à ma première conférence du 19 février. Mais quand on démissionne, il y a une manière de démissionner. Ah bon? Comment on démissionne? Oui, il démissionne. Le bureau politique doit prendre acte. Ce n'est pas lui qui nomme le président intérimaire. Il a nommé le président intérimaire. Il a désigné M. Nkomo Mobio. C'est cela. Alors que quand vous démissionnez, vous démissionnez. C'est comme si vous êtes ministre d'un gouvernement. Vous allez voir le président de la République, vous lui dites, Monsieur le Président, je démissionne, mais je vous propose quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'a pas été convenable que vous participiez justement à ce bureau politique hier pour justement faire part de votre position? Mais c'est ce que je dis que c'est illégal, parce que j'attends que la justice ivoirienne me rétablisse. Alors, ce verdict, on va le connaître, il faut le rappeler, ce 15 mai. Il était attendu pour le 8 mai. Qu'est-ce que les juges ont dit ce jour-là, pour nous qui n'avions pas la chance d'être à l'audience? Alors, les juges, quand nous sommes arrivés, pour nous, elle avait dit le 24 avril que le ministère public donnerait son avis. Et nous sommes allés pour les conclusions du ministère public le 8 mai. Alors, elle nous a fait part des conclusions du procureur. Et par voie, c'était écrit. Elle nous a donné des documents à mon avocat, à l'avocat de l'autre partie. Et nous avons pris connaissance des conclusions du procureur et qui allaient en ma faveur. D'accord.
Vous êtes donc... Et là, oui, allez-y. Et là, ça ne pouvait pas être publié parce que ce n'est pas un jugement. Tout à fait. C'était les conclusions du procureur après analyse politique et après analyse de nos tests et des lois en vigueur au niveau de l'État. Et elle nous a dit qu'on pouvait maintenant débattre. Nous, on est un peu des amateurs en politique, mais je me dis, on parle de famille politique. Enfin, si l'expression n'est pas bonne, vous me dites. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que les problèmes se règlent en famille politique? On sort du cocon familial politique pour le régler devant la justice, ou est-ce qu'on aurait pu quand même le régler Oui, on aurait pu le régler si tout s'était passé bien. Parce que moi, je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, il ne serait pas éligible. Il n'est pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les critères. Bon candidat pour être président du PDCI RDA. Bon candidat, comment il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Okay. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou Mais non? pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Vous savez que nous sommes au PDCI RDA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, paix à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait polytechnique, mais je sais que de mai en décembre, ça ne peut pas faire 10 ans. Mais les textes sont publics. Pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que, bon, je pense qu'ils l'ont aidé à faire une OPA sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de... Si je peux revenir sur la question. De glisse, oui. Revenir sur la question pour dire qu'on aurait pu régler ça en famille s'il ne m'avait pas radié et en m'envoyant un huissier de justice. Donc en fait, c'est un peu de la vengeance, on dirait. C'est pas de la vengeance. Vous avez été réintégré, il faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je ne peux pas accepter sa réintégration, sinon je reconnais qu'il est président. Donc je n'ai jamais reconnu ce document qui me réintégrait. J'attends que la justice me donne un papier et qu'on fasse un décret pour me réintégrer. Alors, voilà. il démissionne contre toute attente. Oui. Pour certains, c'est plutôt une stratégie pour justement contourner la possibilité que le verdict attendu pour le 15 mai aille plutôt en sa défaveur et donc en votre faveur. Vous y croyez à cela? Non, oui, parce que j'ai vu les conclusions du procureur. Non, je veux dire, vous pensez que c'est une stratégie pour qu'il revienne après, pour être adoubé à nouveau par le parti? Oui, bon, le parti fait ce qu'il veut, mais bon, les militants ne sont pas d'accord. Je dis, il est illégal. Il est illégal. Et le faire, il démissionne de façon illégale même encore. Parce qu'il nomme un président par intérim. Donc il n'est pas parti. Donc rien n'a changé. Vous comprenez? Rien n'a changé. Il nomme un président intérimaire et en 1 heure, on le nomme président délégué. Ce n'est même pas dans nos tests, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il démissionne, il a dit à la télévision, dans une vidéo, je démissionne. On est d'accord. Mais le bureau politique, le lendemain, prend acte. Il démissionne avec tous ceux qu'il a nommés, normalement. Et le bureau politique décide, voit l'âge de tous les doyens d'âge, il décide de prendre le doyen d'âge et qui gère l'intérim. Alors, à vous entendre, à vous regarder, à vous observer, à vous lire depuis ces mois-ci, on a l'impression que vous faites de la personne Tidiane Thiam une obstination, parce que vous ne parlez que de lui, vous ne parlez pas de lui, et par exemple des sages qui l'ont adoubé, du bureau politique et de ce nombre écrasant de militants du PDCI qui le soutiennent tout de même. Mais justement, je veux dire qu'il a trompé les militants. Je dis toujours que si les militants savaient, par exemple, qu'il avait la double nationalité, ça allait nous poser un problème, les militants ne l'auraient pas choisi. Vous aviez cette information depuis le départ? Oui, de bien la sûr. double nationalité? Oui, bien sûr. Je le dis toujours. Quand il a annoncé sa candidature, j'ai fait des recherches. Parce que je ne le connais pas. Les autres candidats, comme Yassé, il est le maire de Cocody, on le connaît tous. Parce qu'il était avec nous. M. Koumoué Kofi, il était ministre au temps du président Henri Konan Bédié, on le connaît tous. Et il est resté avec nous. Et il y avait un autre candidat. Mais quand on a dit le 4e, je suis allé sur Internet, sur Google, et quand j'ai tapé, j'ai vu double nationalité. Mais en réunion, en tant que membre de la direction du parti, parce que j'étais secrétaire exécutif, j'ai posé le problème. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit de laisser tomber les tests. Qui vous a dit ça? Oui, des personnes dont je ne dirai pas le nom. Des membres du conseil des sages? Oui, des membres, pas du conseil des sages, des membres du secrétariat. Je suis allé voir un vice-président. Il m'a dit de laisser les tests. Et d'après vous, pourquoi ils vous l'ont dit? Non, parce qu'ils avaient préparé tout ça.
Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont jugé que Tidiane Tam était peut-être compétent, c'est-à-dire au-delà des textes, il pourrait être un bon président de parti, un bon président de la République? Oui, mais on peut être un bon président, mais il faut être dans la vérité. S'il ne On ne remplit pas ferait les pas conditions... une exception pour quelqu'un qu'on Non, mais il estimait, n'y a pas d'exception. Parce que nos tests, c'est nous-mêmes qui avons écrit les tests. J'étais la secrétaire permanente. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit les tests. Et les tests, on les respecte en général. Même la loi, on l'applique. Souvent, il y a jurisprudence, non? Peut-être que c'est ça? Est-ce qu'il y a une tentative de règlement à l'amiable? Écoutez, OK, pas de problème. On constate que vous avez raison, mettons bas la terre, essayons d'arranger les choses pour qu'on ait, par exemple, le meilleur champion pour le 25 octobre 2025. Est-ce qu'il y a eu une telle approche au niveau du Non, PDC? pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais eu d'approche. Il y a des approches personnelles. Parce que quand même, j'ai fait 30 ans dans le parti, j'ai des relations dans le parti. J'imagine. Des personnes qui me connaissent ont fait la démarche. Mais ça, ce n'est pas le parti. À titre personnel... Et si le parti fait la demande, vous êtes disposé? Ah oui, mais où je suis arrivé, là, on est en train de donner le verdict pour le 15. Non, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vous dis une chose. C'est parce que j'ai dit trop tôt la vérité. C'était une sanction. Mais on pourrait juste me donner un avertissement. Il fait partie de nos sanctions. On pourrait juste me donner le blâme. On pourrait juste me donner la suspension temporaire. On me donne l'exclusion. Et on me dit, je ne dois pas utiliser le logo. Je ne dois plus porter le pagne. Je ne dois plus participer à des réunions du PDCI-RDA. Et je ne dois même plus rentrer à la direction du parti. Est-ce que vous pensez comme... C'est suivi, c'est pourquoi on a attaqué. Ouais. Parce que si c'est une radiation carrément des effectifs. Est-ce que vous pensez comme Jean-Louis Billon, qui est quand même allé fort, qui a dit, et je le cite verbatim, à sa place, je ne me présenterai pas à la présidentielle, ce n'est même pas décent, c'est le thème qu'il a employé. Oui. Vous pensez comme lui? Plus que lui. Lui encore, bon. On va parler de votre avenir justement au PDCI. Marquons une pause. Justement, puisque vous êtes clairement en bisbille avec votre parti, le bureau actuel semble ne pas vraiment vous apprécier et tout. Imaginons que les choses se rétablissent. Quel sera votre avenir au PDCI? On en parle après cette halte publicitaire. À tout de suite. Oui. Nous sommes en direct, en clair et sans décodeur. De retour après la halte publicitaire, on est toujours avec Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI RDA. Le verdict du procès qui l'oppose à Tidiane Thiam, / au PDCI RDA, est entendu pour ce 15 mai. Elle est naturellement confiante en ce verdict qui devrait être en sa faveur, si l'on l'en croit. Évidemment, elle est avec nous ce soir avec beaucoup de spontanéité. On vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation. Tidiane Thiam, vous n'en voulez pas du tout à la tête du PDCI RDA parce qu'il ne respecte pas les conditions. Par ricochet, vous ne voulez pas donc de son bureau exécutif qui, lui, donc est illégal. Vous estimez qu'il y a eu un forcing de la part de quelques membres du Conseil des sages pour le positionner. En d'autres mots, vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de gens au PDCI RDA. Est-ce qu'il y a quand même des membres influents du PDCI qui pensent comme vous? Oui, ils sont nombreux. Et pourquoi ils ne se manifestent pas? Ils ont peur? Ils sont nombreux, bon, c'est leur choix. Ils ne sont pas aussi courageux que vous, c'est ça? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que vous faites encore au PDCI, puisque ceux qui tiennent les rênes du PDCI en ce moment sont fâchés après vous, pour parler simple? Ils ne veulent pas vous sentir? Ils sont fâchés pas me sentir, mais ils vont me sentir quand même. Mais je dis toujours que je suis PDCI RDA. Je ne le fais pas pour quitter le PDCI RDA. Parce que je veux que le PDCI revienne à la norme, à la normale. J'ai été membre de la direction du parti pendant 10 ans avec le président Henri Konan Bédié et les choses ne se passaient pas comme ça. Le président Bédié n'acceptait même pas la tricherie. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pouvez pas arriver même à la direction du parti. Qui a intérêt donc à ce que Thiam soit le champion du PDCI RDA? Peut-être lui-même. Bon, à lui seul, je ne suis pas certain qu'il arrive à convaincre tout le monde. Lui-même, avec d'autres personnes. Oui, peut-être avec son clan. La convention qui arrive est illégale, ça vous le dites? Enfin, en somme, tout est illégal. Tout est illégal parce que c'est du jamais vu. Le PDCI est né le 9 avril 1946. Il n'y a jamais eu autant de célérité dans une convocation de bureau politique et de convention. Imaginons que tout s'arrange. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tout peut s'arranger? Moi, c'est la question. Justement, imaginons que tout s'arrange. Qu'on mette tout à plat, il n'y a pas de problème. OK, j'accepte. Valérie Yapo, vous avez raison. Ce n'est pas juste ce que j'ai fait. Très bien, je rentre dans les rangs. Vous accepteriez qu'il soit un jour le candidat du PDCI? Mais il n'a toujours pas 10 ans de bureau politique. Ah, donc, en fait, c'est pas 10 ans. En fait, cet échange, il faut qu'on l'ait en 2033. Voilà. En vérité, c'est ça. Il faut avoir 10 ans de bureau politique. Il faut avoir 10 ans. OK.
Il y avait des candidats qui pouvaient se présenter, mais ils n'avaient pas 10 ans. Mais le fait que les militants aient quand même adoubé Tidiane Thiam à plus de 99%, c'est ce que je l'ai dit. Vous pensez qu'ils sont tous manipulés? Bien sûr, on les a trompés. Mais comment on pouvait imaginer, comment les militants pouvaient s'imaginer que le président du PDCI-RDA soit radié de la liste électorale? Ils ne pouvaient pas s'imaginer parce qu'ils pensaient que tout allait bien. C'est comme si on imaginait le président Henri Konan Bédié, un Ivoirien va se plaindre pour dire le président Henri Konan Bédié. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt. La succession n'a pas été préparée après Henri Konan Bédié. Peut-être que ça vous a surpris et que tout ce grabuge-là, c'est aussi parce que vous n'étiez pas prêt. Oui, la succession n'a pas été parce que le président Bédié nous a laissé des consignes. Je fais partie de l'équipe qui devait monter. Hein. Il nous a laissé certaines consignes. Vous savez, monsieur le président Henri Konan Bédié, je vais vous dire une chose. Le président Henri Konan Bédié, en le nommant en mai, il savait qu'il n'avait pas 10 ans de bureau politique. Il ne pouvait pas lui succéder. Mais c'est lui-même qui l'a nommé. C'est ce que je dis. Mais il sait dans la tête qu'il faut avoir 10 ans de bureau politique. Ça veut dire que Thiam n'était pas son candidat, en vérité. Oui. Enfin, son successeur. Est-ce qu'il l'a dit clairement? Oui. Je veux te dire, selon ses actes. Voilà. Selon les actes. Très bien. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je suis là pour l'illégalité. Sinon, je sais beaucoup de choses. Tout le monde sait que j'étais proche du président Henri Konan Bédié. J'étais sa fille. S'il était là, vous auriez fait cette action-là? Le président Henri Konan Bédié n'aurait jamais triché. Voilà. Bon, on va s'amuser à faire une petite chose. Mais en fait, ce n'est pas de l'amusement. On va essayer de visiter ce qui se passe dans la tête de Valérie Yapo. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'a fait courir? Ça s'appelle Dans la tête de. Juste après ça. En fait, on va vous demander, d'après vous, puisque Tidiane Thiam l'a dit haut et fort, et pas que Tidiane Thiam, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z. C'est Tidiane Thiam ou rien. Et vous, de répondre qu'il y a énormément de cadres au PDCI-RDA. Tout à fait. On en a retenu une petite liste et on va vous demander si ces personnes-là sont présidentiables ou pas. Si oui, quels sont leurs atouts. Première personnalité, Maurice Kako Gikahuye. En 15 secondes. C'était le secrétaire exécutif quand j'étais à la direction. On est rentrés ensemble. Il a été nommé en 2013, et moi aussi. Je pense qu'il remplit toutes les conditions pour être candidat. S'il est prêt à être candidat. D'accord. Moi, c'est remplir les conditions, parce que c'est un droit d'être candidat. Est-ce qu'il a des chances de devenir président? Si oui, est-ce qu'il peut être un bon président? président? PDCI est président de la République. Oui, il a des chances. Oui, il a beaucoup d'expérience. Okay. Il est plus vieux en politique que moi. D'accord. Il a beaucoup d'expérience. Jean-Louis Billon? Oui. Jean-Louis Billon? Oui, il a du potentiel aussi. Il remplit les conditions. D'accord. Et je pense qu'il peut. Il peut être bon président? Lui, il est déjà sur le terrain depuis longtemps. Il connaît la Côte d'Ivoire aussi à travers toutes ses entreprises. Je pense qu'il peut être un bon président. Mais lui, il n'est pas intéressé par la présidence du parti. Du PDCI-RDA pour ses affaires. Absolument, oui, on a compris. Mais je crois qu'il est candidat pour... Et d'ailleurs, pour lui, il faut dissocier la fonction de président du parti et celle de candidat du parti. C'est ce qui devait se faire avec le président Henri Konan Bédié, parce qu'il avait nommé déjà le président du comité d'organisation, qui était M. Thierry Tano. Donc on avait la ligne droite. On savait où on allait après les élections municipales de septembre. En octobre, on devait faire un congrès et on savait qu'on devait dissocier. Le président Henri Konan Bédié devait rester le président d'honneur. Il devait avoir un président et un candidat. Et un candidat. Vous pensez que Thierry Tano aurait fait ce bon candidat-là? Oui, il remplit les conditions aussi. Il remplit les conditions et puis il connaît la Côte d'Ivoire aussi. Il est resté avec nous, il a été ministre et tout ça. Il remplit les conditions. D'accord. Voilà. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody? Il remplit les conditions. Mais encore. Non, mais il remplit les conditions. Ouais. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas être candidat. C'est un droit. On est d'accord, mais vous, dans votre lecture, ça fait quand même 30 ans dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y en a qui présentent des atouts et d'autres qui n'en ont pratiquement pas pour diriger le pays. Hein. Oui. Il a des atouts, parce que moi-même, j'étais membre de son équipe de campagne, Jean-Marc Yassé, au Congrès, parce qu'il remplissait les conditions. Je l'ai soutenu contre M. Thiam. D'accord. Voilà. Oublions un instant que Thiam ne remplit pas les conditions. Il peut être un bon président de la Côte d'Ivoire? Non, pas pour l'instant. Ah, pas pour l'instant. Oui. D'accord. Kwasi Kwame Patrice, maire de Yamoussoukro. Oui, je l'ai cité aussi. Il fait partie des cadres aussi il a été député, il est maire maintenant. Et je pense qu'au niveau des conditions aussi, il n'a pas de problème. D'accord. Et cette dame, vous pensez qu'elle peut être présidente, une bonne présidente? Non, mais ça, c'est moi. Oui, elle peut être une bonne présidente. Quels sont ses atouts? Ses atouts, c'est qu'elle croit en la Côte d'Ivoire. Elle ne marche pas les mots déjà. Elle croit la Côte d'Ivoire et elle est sincère et honnête dans la politique. Ça, c'est important. Mais est-ce que le PDCI est prêt à avoir une femme présidente? Elle n'est pas roublade et puis jamais discontinuée, jamais aller dans un autre parti.
Je suis toujours resté au PDCI depuis les classes. Une alliance avec le RHDP est possible? Tout est possible en politique. Je parle de 2025. Hein. Je vous dis, tout est possible en politique. Je ne m'attendais pas un jour dans ma vie que le président Rikona Bédié et le président Alassane Ouattara se réconcilieraient. Et ça a changé ma vision des choses. C'est pour vous dire que tout est possible. On pourrait faire un arrangement avec le RHDP, un arrangement avec le PPACI. Et moi-même, je suis conseiller municipal PPACI et PDCI. Tout est possible. Tout est possible. Il y a une chose en revanche qui est... C'est vrai? Qui est presque... C'est pas vrai, tout est possible en politique. Après, les gens qui vous suivent, en fait, les partisans, ils ne croient pas en ça, en fait. Vous vous arrangez entre vous, nous, on est derrière. Les gens, comme on dit, ils mettent les organes et tout. Après, vous vous arrangez en haut, là-bas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible de s'arranger en haut. Alors, tout est possible. En revanche, chez nous, il y a une chose qui est quasi impossible, c'est de zapper la pub. Quand c'est le temps. Allons, la pub. La pub derrière la pub. Vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision pour le tout dernier virage consacré, on l'a dit, donc à l'actualité politique. On est toujours avec Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI et RDA et qui constitue évidemment peut-être le visage le plus affiché de l'actualité politique depuis ces quelques mois-là. Vous êtes en direct, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui pour terminer cette entrevue? C'est pour dire que, pour parler aux militants du PDCI et RDA, demain, ce congrès est encore une mascarade. C'est encore une mascarade, convoquer un congrès en 2 jours. C'est jamais vu au PDCI et RDA. C'est du jamais vu au PDCI et RDA. Tout ce qui se passe est illégal. Mon souhait, franchement, c'est qu'on revienne au 1er août. On revienne au fonctionnement 1er août, le décès du président Rikona Bédié. Qu'on revienne à la normale pour qu'on reprenne les choses. Parce qu'on manque de dialoguer. Pourtant, c'est un parti de dialogue. On manque de démocratie. Parce qu'on dit parti démocratique. La preuve, on demande aux gens de venir déposer leur candidature plus tard aujourd'hui. Demain, on décide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie. C'est une force démocratique qui existe au sein du PDCI et RDA. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Parce que je donnais mon opinion, on m'a dit. Vous ne m'avez jamais vu en 30 ans en train de parler comme ça du PDCI et RDA. Mais c'est parce que j'ai été radié carrément, sans avertissement. Et je trouve que pour avoir fait 2 fois la prison pour le PDCI et RDA, franchement, je pensais que c'était une sanction très lourde et injuste. Et je me bats pour l'injustice au sein du PDCI et RDA et qu'on revienne tous ensemble, qu'il y ait dialogue. Si possible, mais pour ça, il faut revenir à la normale. C'est-à-dire au 1er août, au décès, au fonctionnement qu'on avait avant, où on se parlait. Et on n'était pas obligé d'aller à la justice pour se défendre. Valérie Yapo, merci beaucoup d'être passée. Merci pour l'invitation. Brice, Sonia, on se dit à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. On referme tout ceci en musique comme il est presque de tradition. La T-Band, l'orchestre résident est live right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
ata de tele Haleyala inama ata de tele. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.